Nous avons décidé donc de présenter un film sur l'implication des soignants dans les programmes d'éducation thérapeutique. La commission d'éducation thérapeutique du CHU de Nîmes a d'emblée mis en place un travail pluridisciplinaire et qui représente chacune des professions qui sont impliquées aujourd'hui dans l'éducation thérapeutique. Bien sûr les soignants, les infirmières, les diététiciens, les kinésithérapeutes et bien d'autres professions, j'en oublie beaucoup. Ceci nécessite aussi bien sûr l'implication des médecins. On peut dire aujourd'hui que l'éducation thérapeutique représente une vraie transformation de la prise en charge des malades chroniques. Cette éducation thérapeutique modifie l'alliance thérapeutique, le lien entre les différents soignants et le malade, donc la façon d'aborder, d'échanger, de dialoguer avec le patient. Elle a aussi un objectif de découvrir d'autres pratiques, d'autres moyens de rentrer en dialogue avec le patient pour co-construire et travailler avec lui d'autres champs thérapeutiques qui doivent lui permettre d'être en meilleure santé, d'avoir une meilleure qualité de vie après avoir participé à ces programmes. Ce qui est aussi nouveau dans les programmes d'éducation thérapeutique, c'est que les patients deviennent des patients experts et ressources et peuvent eux aussi co-construire le programme avec les soignants et donc participer à ces programmes d'éducation thérapeutique. Aujourd'hui, ce film traduit en fait l'implication, l'évolution de l'éducation thérapeutique dans le cadre du CHU de Nîmes et nous sommes très contents de pouvoir aujourd'hui faire étape et dire voilà, ce travail est en cours et il est en train de se construire. Vous venez de services différents. Comment pratiquez-vous l'éducation thérapeutique du patient ? Alors nous, on a élaboré des ateliers qui nous semblaient utiles aux patients, comme les techniques d'injection pour les diabétiques insulinés. Et on a pris conscience qu'on n'avait pas tous les mêmes pratiques. Donc on a établi un consensus d'équipe pour avoir le même discours auprès du patient. Et on s'est rendu compte qu'on s'autosatisfaisait et qu'en fait, ça ne correspondait pas aux attentes du patient. Donc on a fait évoluer nos ateliers pour répondre à leurs besoins, comme par exemple comment équilibrer son diabète sur la journée. Alors nous, on réalise des actions d'éducation ciblées autour des auto-soins au quotidien, à la fois sur le geste de la sous-cutanée, mais aussi sur la gestion du traitement. Et pour le programme, on propose des journées collectives où sont abordées différentes problématiques comme la fatigue, la gestion de la crise douloureuse, la maladie en elle-même et d'autres encore. Pour moi, en fait, les échanges avec les patients m'ont incité donc à remettre en question mes pratiques. Il faut laisser sa place en fait aux patients afin qu'ils s'approprient le geste en fait de façon autonome. Ils trouvent aussi de la satisfaction à faire eux-mêmes. Cette remise en question en fait s'est fait dans le quotidien pour personnaliser davantage ma pratique, c'est-à-dire adapter mon discours afin de le rendre plus compréhensible auprès des patients. Je suis passée d'une approche scolaire vers une approche plus adaptée, avec une capacité d'échange plus riche. Et l'expérience du patient de sa maladie et notre connaissance soignante a entraîné la co-construction du savoir de l'autre. Pour nous, c'est avant tout un travail pluridisciplinaire qui nécessite de se coordonner régulièrement afin de mettre en place des ateliers individuels ou collectifs en priorisant le choix des patients. Quels sont les outils que vous utilisez pour mener les ateliers ? Alors pour nous, dans le programme, on utilise plusieurs outils, à la fois le photolangage, les cartes situation, l'escalier des 3 paliers, ce qui nous permet d'aborder la notion de la douleur. Il nous aide à faire émerger le ressenti et le vécu des patients. Et les ateliers sont l'occasion de laisser du temps et de l'espace aux patients pour prendre la parole, pour exprimer leurs préoccupations qu'ils ont au quotidien. Et c'est le groupe qui fait un travail d'écoute et de soutien. Et nous, les professionnels, nous sommes là pour les aider et les accompagner dans cette démarche. Il y a la course d'orientation qui se déroule sur le parcours santé de l'hôpital.
Elle est très intéressante, elle est ludique et puis elle est riche d'enseignements pour les soignants, pour les patients en termes de cohésion de groupe. Et elle permet la construction de savoirs, de solutions et le tout dans un espace convivial. Les patients, c'est vrai que finalement les outils, ils se les approprient pour exprimer leur vécu de la maladie, mais aussi mettre en mots leurs émotions. Et finalement, l'objectif pour moi de ces outils, c'est surtout de favoriser des échanges entre eux et puis de créer ou leur permettre de créer une dynamique de groupe. Quel est votre rôle dans l'éducation thérapeutique au niveau de votre programme ? Alors dans le programme de TP Cardio, on nous confie des patients qui sont le plus souvent complètement autonomes au niveau physique, c'est-à-dire pas de handicap vraiment visible, pas de déficience motrice majeure, ce qui est assez rare pour un kiné et c'est même un peu perturbant quand on arrive dans le service. Et du coup la contrepartie c'est que ça nous laisse pas mal de temps pour développer une autre de nos activités professionnelles qui est l'éducation justement et qui pour le coup est souvent au second plan dans les autres secteurs de l'éducation. Du coup, ce qui est très riche aussi sur une unité comme celle-là, c'est ce travail dans une petite équipe pluridisciplinaire qui nous permet de vraiment avoir des échanges soutenus entre nous pour élaborer un projet éducatif qui soit commun à l'équipe et qui nous permet de beaucoup échanger entre nous avec les patients et de faire évoluer le programme vraiment au plus près des besoins, des attentes des patients qui nous sont confiés. Et la cour d'orientation, c'est l'outil qui permet de rassembler un petit peu toutes nos capacités éducatives, j'allais dire, à la fois l'activité physique, alliée à la réflexion, le travail de groupe, les échanges entre patients et avec nous. C'est peut-être l'outil pour l'instant le plus abouti qu'on a mis en place pour développer ce projet éducatif autour du patient. On prend la boucle à l'envers, au 1, on replonge et on fait le bas. Exactement. T'as raison. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Vraiment apprendre à gérer leur effort pour s'économiser quand même sur la durée. Et en même temps, ils sont très solidaires les uns avec les autres. Ils mettent en place des stratégies en fonction des capacités de chacun. S'il y a un patient qui ne peut pas descendre à un endroit, il attend, il se donne des rendez-vous. Et ils arrivent réellement à gérer leur effort sur la durée et ensemble. C'est un outil qu'on utilise régulièrement avec nos patients qui permet à la fois d'être sur l'entraînement physique, améliorer leurs conditions, gérer leur effort, et à la fois cette réflexion partagée sur toutes les questions qui correspondent un peu aux facteurs de risque cardiovasculaire. Quels sont vos indicateurs pour percevoir un état de stress? Palpitations. Palpitations. Le souffle. Oui. L'anxiété. Non. Les critères. Mais justement les critères pour les l'anxiété. Critères. Comment vous êtes quand vous êtes en état de stress? Je sais pas. À cet atelier création, j'utilise de la peinture tout simplement. Je dis aux patients qu'il ne s'agit pas d'un atelier occupationnel et je fais un rapport avec leur problématique qui est la prise de poids. Donc d'emblée, la première indication que je leur donne, c'est que je leur demande d'essayer au moment de la création d'essayer de s'introspecter un petit peu, de se mettre en gros en pleine conscience, d'essayer de faire en sorte de ressentir ce qu'ils ressentent au moment de la création, au moment du partage. Vraiment, je leur demande d'essayer de faire un petit arrêt sur image et de voir un petit peu à l'intérieur d'eux ce qu'ils peuvent ressentir. Et de la même manière, je leur demande d'essayer de voir quel est leur ressenti par rapport à la nourriture à ce moment-là. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je leur demande de faire, c'est je leur donne la consigne suivante. Comment serait la vie pour vous avec moins de poids ? Voilà. Donc, alors, je leur demande d'essayer de retranscrire ça. Donc après, l'atelier se met en place, les gens partagent, les gens créent, certains réfléchissent à ce qu'ils vont faire. Enfin bon, c'est un moment agréable. Et une fois que l'atelier, je donne à peu près 1 heure, 1 heure et demie pour ça. Et quand c'est terminé, je leur demande de s'exprimer chacun ou pas, parce que pour certains c'est un peu difficile. Donc de s'exprimer dans la mesure du possible sur ce qu'ils ont ressenti à ce moment-là. Et ce que ça leur a procuré en bien-être, ou alors ça a pu faire remonter des choses difficiles ou des choses agréables, on en parle. Et ensuite, je leur demande de montrer leur dessin et d'expliquer ce qu'ils ont fait. Les mots qui ressortent, c'est apaisement, partage, sérénité, bon souvenir. En général, c'est ce qui ressort. Et
Et quand je pose la question par rapport aux compulsions alimentaires, souvent ils me disent que la nourriture n'est pas intervenue du tout dans leurs pensées. Donc en fait c'est juste un outil que je leur donne pour plus tard, pour essayer qu'ils prennent conscience que quand on est dans la création et dans le partage, donc on sort un peu de sa problématique qui est souvent liée à l'ennui, au désœuvrement, etc., ou à la solitude, à la tristesse. Ils peuvent sortir de cet état de compulsif par rapport à la nourriture en étant dans l'action, sachant bien que c'est vraiment un repère que je leur donne et non pas une directive à appliquer absolument, parce que chacun va faire en fonction de son histoire et en fonction des possibilités qu'il a. Le but final étant de faire de ces œuvres individuelles une grande œuvre collective, parce que pour moi c'est important que les patients qui ont partagé, qui ont eu la même problématique, sachent qu'ils ne sont pas seuls dans cette problématique-là, et ils laissent une petite part d'eux. Donc c'est important pour eux, leur passage ici à compter. Comme les amoureux qui vont graver leur nom sur un arbre, ils peuvent dire « j'y étais et je n'oublie pas ». Comment percevez-vous le ressenti du patient et quel impact au final a l'éducation thérapeutique ? Les patients nous renvoient qu'enfin on prend le temps de les écouter, ça leur fait du bien. Le processus complet d'éducation thérapeutique nous permet de personnaliser les besoins exprimés lors du bilan éducatif partagé, et le patient semble être plus acteur dans sa prise en charge et pour certains plus serein même. Parce que je pense que tout simplement c'est intéressé à ce qui les concerne et à leurs préoccupations du moment. Et c'est vrai que leur préoccupation du moment, c'est souvent apprendre à mieux vivre avec la maladie chronique et puis arriver à développer un mieux-être. Cette année, notre médecin coordonnateur a fait une étude sur l'impact du programme pour nos patients, et en fait il a retrouvé que sur tous les patients accueillis, près de 75% des patients avaient mis en place un changement de comportement, à la fois partiel ou complet, mais la difficulté pour nous reste quand même de leur donner envie de venir s'inscrire dans le programme. Il est vrai que le terme éducation peut renvoyer le patient face à une situation d'échec scolaire qu'il a pu connaître. Le terme éducation nécessite d'être expliqué car il peut coincer et être perçu comme il va falloir que je fasse ce qu'ils veulent. L'éducation peut s'apparenter à ce que je fais pour moi. Cette approche pourrait permettre de s'approprier la démarche pour faciliter leur venue dans les programmes. Que vous a apporté la pratique de l'éducation thérapeutique dans la prise en charge des patients ? Pour moi, en tant qu'aide-soignante, l'éducation thérapeutique a changé beaucoup de choses dans ma pratique en service. J'ai une meilleure connaissance du patient et de sa pathologie. J'ai vraiment réalisé ses difficultés dans les actes de la vie quotidienne et j'ai pu ainsi adapter mes soins en fonction de ses besoins, tout en lui laissant le plus d'autonomie possible. Je suis maintenant persuadée que l'éducation thérapeutique est un soin à part entière. Le fait de partager avec le patient, moi, mes connaissances et lui, son vécu, est un enrichissement personnel. Je me sens plus utile, plus efficace, et je vois que le patient adhère mieux aux soins. Il subit plus, il se prend en charge. Le TP permet de rééquilibrer les échanges et la communication, de réfléchir, de s'adapter aux différents moyens d'appréhender le soin avec les patients. Le TP m'a apporté aussi une écoute plus riche des gens et de soi dans la relation patient-soignant. La pratique de TP aussi m'a appris à laisser du temps de silence sans vouloir obligatoirement les combler. L'écoute active représente près de 70% du bilan éducatif partagé, et j'apprends mieux du coup à la fois le ressenti à travers le verbal, mais aussi à travers les expressions corporelles. La compassion et l'empathie sont là, mais l'expérience nous permet de relativiser et d'aller aussi au-delà. Pour moi, dans ma fonction de cadre de santé, je me suis aperçue que tout au long du parcours, la relation est plus riche. Elle se construit autour d'une approche adaptée aux besoins exprimés par le patient. Et le TP nous incite à prendre le patient atteint d'une pathologie chronique dans toute sa complexité et sa singularité, où la prise en soin est celle de l'individu et non celle de la maladie ou de l'organe défaillant. Pour moi, le TP, c'est une des actions thérapeutiques dans le panel de l'offre de soins que nous proposons. Elle a pour objectif de rendre le patient acteur de sa santé. Il va trouver ses propres stratégies pour construire sa santé d'aujourd'hui et de demain,
Et nous, en tant que soignants, nous sommes là pour l'accompagner dans ce changement. Je suis particulièrement ravie de pouvoir intervenir sur l'éducation thérapeutique et la place des paramédicaux dans ce dispositif. Au travers de tout ce qui a pu vous être présenté, nous voyons bien que nous changeons totalement de paradigme dans les prises en charge. Jusqu'à présent, soigner consistait à rechercher la guérison. Aujourd'hui, il s'agit d'aider le patient à vivre avec la maladie chronique et qu'il puisse continuer l'ensemble de ses activités. Le patient est devenu l'acteur privilégié de son accompagnement. Il est dans une position d'autonomie, il apprend à construire sa santé et à prévenir les complications de sa maladie chronique. Les paramédicaux sont de fait fortement sollicités dans le cadre de leur rôle propre, dans lequel le raisonnement clinique est mis en avant. Ce dont on a pu se rendre compte, c'est que l'éducation thérapeutique permet aux soignants de développer l'esprit créatif, mais également l'esprit innovant, au travers par exemple de la réalisation d'actions nouvelles autour d'ateliers éducatifs, et c'est plutôt satisfaisant. Cette démarche cultive l'interdisciplinarité à travers les partenariats médicaux et paramédicaux, condition sine qua non pour la réussite de cette dynamique. Aujourd'hui, l'engagement du CHU permet d'augurer un développement des compétences professionnelles et une diversification de l'éducation thérapeutique dans des domaines tels que la cancérologie et la chirurgie également. Pour cela, l'accent est porté sur la formation et l'accompagnement, et je tiens à remercier l'ensemble des professionnels pour leur implication dans le développement de ce dispositif. Le TP m'a permis de voir le côté face des professionnels, après le côté pile que je connaissais par mon expérience personnelle. L'échange est totalement différent, avec une approche plus humaine dans le TP, une possibilité d'être écouté. Je rencontre les patients porteurs de la même pathologie d'une manière différente. Ils ne me parlent pas toujours au cours de la journée, mais je les entends. Hier, j'ai été très étonnée. C'est la première fois qu'elles sont venues me remercier.